assez direct. Voici donc présenté à vous, mes amis virtuels et réels, mes vœux pour 2024. Alors, grâce aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment Facebook, le monde a radicalement changé. Grâce donc, comme je le disais, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication, et notamment Facebook, le monde a radicalement changé. Le vieux monde, sans les réseaux sociaux, était opaque, fermé et exposé à la manipulation des élites politico-administratives. Dans le nouveau monde, celui du virtuel, tout est ouvert, exposé et rien n'est caché. On a d'un côté les géants du numérique que sont les GAFAMs, à savoir Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, Samsung et ce qu'on appelle les NETU, à savoir N pour Netflix, A pour Airbnb, T pour Tesla et U pour Uber. Ces géants donc du numérique qui sont devenus les nouveaux maîtres du monde. Ceux-ci ont créé, amis virtuels, des nouveaux serviteurs et esclaves. Ce sont les utilisateurs des nouvelles technologies, à savoir les créateurs de contenus et leurs followers. Même les chefs d'État leur sont soumis. Nous avons vu avec l'un des chefs d'État les plus puissants au monde, qui était encore en fonction, M. Donald Trump. Son compte Twitter a tout simplement été censuré et suspendu. C'est une preuve que face aux nouveaux maîtres du monde, à savoir les géants du numérique, personne n'est au-dessus, tout a été chamboulé, tout a changé. Amis virtuels et amis réels, c'est donc grâce à ce nouveau monde, le monde virtuel, que je vous connais aujourd'hui et que nous pouvons interagir où que vous vous trouviez sur le globe terrestre. Ce nouveau monde est-il mieux que l'ancien? Tout dépend de l'usage que chacun en fait. Certains en ont fait un instrument d'autodestruction et de destruction des masses. Certains en ont fait un instrument d'autodestruction et de destruction des masses en utilisant les nouvelles technologies de l'information et de la communication que sont Facebook, Twitter, TikTok et que sais-je encore, comme outil d'autodestruction et de destruction des masses. Nous avons vu des personnages s'autodétruire, se livrer à toutes sortes d'activités dangereuses pour eux-mêmes et pour les autres. Des gens se détruisent devant nous au quotidien avec l'avènement de ce nouveau monde virtuel que sont les réseaux sociaux. On a donc assisté, comme je le disais, à toutes sortes de dérives et de comportements ordaliques et dangereux sur les réseaux sociaux. Des nouveaux personnages et métiers ont vu le jour. Les prétendus influenceurs, tous les coups sont permis pour avoir les vues et la monétisation. C'est une véritable jungle, c'est une mare à crocodile, c'est un Far West. Des incultes, des obscurantistes et des dégénérés mentaux écument les réseaux sociaux et ont pris d'assaut ces nouveaux outils et se livrent à toutes sortes d'exactions et de dérives. Je les appelle les fous du virtuel. Ces fous du virtuel ignorent une chose. Les réseaux sociaux ne sont pas un no man's land, ou tout au moins une zone de non-droit.
Les réseaux sociaux sont réglementés, régulés et organisés. Ceux qui pensent que tout est permis sur les réseaux sociaux, tout n'est pas permis sur les réseaux sociaux. Alors, c'est à vous, les followers passifs, que je m'adresse. Si vous n'allez pas suivre ces gens, ils ne vont pas se livrer à toutes sortes de dérives, de pratiques ordaliques, autodestructives et de destruction des masses et des ordres. C'est vous qui encouragez ces dérives. C'est vous qui encouragez cet état de fait. C'est vous qui allez en masse soutenir des individus dangereux qui ne maîtrisent pas, n'est-ce pas, la finalité de la création de ce que nous appelons les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Vous êtes des milliers à aller suivre des individus dangereux pour eux-mêmes, pour la communauté et tout simplement pour la postérité. Des individus qui se livrent et se donnent en spectacle à longueur de journée, se livrent à des pratiques autodestructrices de consommation d'alcool, de drogue, de prostitution, de promotion, du vol et de toutes sortes de débauches et de dérives morales. Vous êtes des milliers, agglutinés, comme des voyeurs, bavant, salivant, en train de les écouter et de les suivre religieusement. Vous emportez aussi une lourde responsabilité dans cette dérive. C'est pour ça que je profite de l'occasion pour m'adresser à vous. Si vous cessez de les suivre, si vous cessez de les encourager, si vous cessez d'aller soutenir la bêtise, ces gens n'existeront plus, ils vont se retirer et vous leur aurez fait du bien, et vous aurez fait du bien à la société. Je vous renvoie donc chacun à sa conscience. À la différence donc de ce que je qualifie de fou du virtuel, nous avons fait le choix de la raison et du bon sens dans l'usage de ce nouvel outil, les réseaux sociaux. Nous les utilisons et sans prétention aucune, à bon escient, pour défendre la bonne cause, pour dénoncer les dérives, pour faire de la pédagogie, pour éveiller les consciences et tout simplement pour se rendre utile à nous, à autrui, à la communauté et à la postérité. Permettez, à l'occasion de cet échange avec vous, dans le cadre des vœux pour 2024, amis virtuels et amis réels, que je vous fasse une rétrospective sur l'année 2023 qui est en train de s'achever, et puis que je m'épande et m'étende un peu sur mon engagement via les réseaux sociaux. 2023 qui s'achève a été une année riche en rebondissements pour tout utilisateur des réseaux sociaux et pour tout citoyen engagé. Au niveau de la diaspora, nous avons engagé un travail de pédagogie vis-à-vis de certains compatriotes que j'appelle les fous du virtuel et la mauvaise conscience de la diaspora. Ceux-là qui se servent du virtuel pour se détruire et détruire les autres. Nous les avons exposés. Nous sommes également rentrés en guerre contre les vendeurs de rêves, n'ayant aucun métier en Occident, détruisant des chômeurs, des délinquants, se livrant à toutes sortes de débauches en Occident qui, une fois en Afrique, font semblant d'avoir réussi. Ils gagnent certes leur vie, mais à quel prix? Vous devez vous poser la question. À quel prix gagnent-ils leur vie en Occident? Ceux qui vous vendent le rêve viennent en Afrique, n'ont pas de métier, n'ont pas de travail, ne font rien, se font passer pour des modèles et servent de mauvaise conscience à la postérité et à la jeunesse
qui nous regardent, vous leur demanderez, que faites-vous en Occident? Ce sont eux qui ternissent l'image de cette diaspora. Ce sont eux qui traînent cette diaspora dans la gadoue et dans la boue, tout en vous laissant miroiter une image d'Épinal, alors qu'ici, ils vivent des minima sociaux. Ils vivent des aides sociales, ils vivent tout simplement des activités illicites, dangereuses, de débauche et immorales. Ce sont ceux-là qui servent de boussole. Ce sont ceux-là qui servent, n'est-ce pas, de guide, de repère à cette société dévoyée, à cette société, à cette jeunesse sans repère et sans boussole. À cela, nous disons non. Nous serons toujours sur les réseaux sociaux pour distinguer le bon grain des livrets. Nous serons toujours là pour dire stop à ces dérives. Nous serons toujours là pour rappeler à la conscience collective qu'on ne peut bâtir durablement une société sur la base du faux, de la fraude, de la paresse, de l'imposture, de la débauche et de l'immoralité. Nous donnons un signal fort à ceux qui nous écoutent à travers le monde, à ceux qui nous écoutent à travers les 4 coins du Cameroun. Si quelqu'un se présente à vous, nous n'avons rien après eux, vit en Occident, ne vous dit pas quel est son métier, que fait-il, comment fait-il pour gagner sa vie, il ne doit aucunement être érigé en modèle, en boussole pour la jeunesse, la postérité qui nous regarde. Dans cette diaspora, il y a des gens qui peuvent servir de boussole, des gens qui peuvent servir de repères, des gens qui peuvent servir de figures identificatoires. Ils sont des médecins, ils sont des ingénieurs, ils sont des petits travailleurs qui triment, qui bossent au quotidien pour nourrir leur famille et pour apporter une plus-value à la société. Tout ce qui brille n'est pas or. Comme je l'ai dit en entame, nous rentrons donc désormais en croisade et en guerre contre ces bonimenteurs, ces imposteurs, contre ces marchands d'illusions, contre tout simplement ces menteurs et ces charlatans qui viennent vous vendre du rêve, alors qu'ici, ils sont des truands, ils sont des chômeurs, ils sont tout simplement la honte de la diaspora. Nous venons de lancer, amis virtuels, ma famille réelle, le GDCE, le grand dialogue des Camerounais de l'extérieur, en vue de valoriser cette diaspora silencieuse qui travaille, qui porte haut les couleurs et l'image du Cameroun, partout où elle se trouve dans le monde. Une initiative porteuse qui vise, amis virtuels, amis réels, à redorer le blason de cette diaspora mal vue, à la rassembler, à la pacifier et faire d'elle un facteur de progrès. Il en ressort donc de cette initiative, le grand dialogue des Camerounais de l'extérieur, quelques grandes idées. Le fonds d'investissement de la diaspora, la caravane pour la paix et le dialogue, des élus pour les Camerounais de l'étranger, la sécurisation des investissements des Camerounais de l'étranger, la double nationalité. Nous profitons donc de l'occasion pour remercier infiniment les promoteurs de ce projet. Et nous invitons cette diaspora utile, constructive et travailleuse à se joindre à la caravane afin de faire entendre notre son de cloche, afin de donner une image plus reluisante de notre diaspora. Si vous voulez que nous soyons respectés et pris en considération par ceux qui nous regardent, par le monde, par le Cameroun, tournons le dos à cette diaspora de la honte, à ces fous du virtuel, qui donnent une image peu reluisante du Cameroun, qui se livrent à toutes sortes de débauches, de dérives, de comportements ordaliques et outranciers,
Cette diaspora-là, nous devons la dénoncer, nous devons la marginaliser et nous devons parler avec force et énergie afin que le message arrive à bon port. Mesdames et messieurs, amis virtuels, j'ai essayé également de rassembler et réveiller ma communauté qu'on appelle les écrans dans la diaspora. J'en ai gardé un goût amer. J'en ai pris pour mon grade. J'ai encaissé de nombreux coups et étant un être d'émotion, peut-être aussi de raison, j'ai décidé de faire les choses autrement. Parce que il est véritablement difficile de construire, de rassembler et de prôner l'émancipation et le progrès au sein de nos communautés comme d'autres le font. Notre communauté est divisée. Notre communauté est gangrénée par des luttes d'ego, des leaderships inutiles et il devient quasi impossible, n'est-ce pas, de rassembler et de faire avancer cette communauté. Peut-être, par la force des mains de nos ancêtres, nous allons procéder autrement. Amis virtuels, nous saluons également la facilitation des procédures d'obtention des visas et des passeports par nos autorités consulaires. Quand les choses sont bien faites, il faut les soutenir, il faut les encourager. Je salue donc le nouvel ambassadeur du Cameroun en France et tous les autres dans le monde qui ont permis à ce que les Camerounais n'aillent plus s'agglutiner au sein de nos missions consulaires à la demande des visas pour le Cameroun, des passeports. Lorsque c'est bien fait, il faut soutenir, encourager et accompagner. Du vent neuf souffle dans nos consulats, dans nos missions diplomatiques et nous avons enfin compris que les autorités sont là pour faciliter la vie aux administrés et aux Camerounais. Nous les remercions infiniment et nous les exhortons à continuer sur cette lancée, à rassembler les Camerounais, à les pacifier. Voilà ce qu'on attend de nos autorités. Nous avons vu des changements nets et perceptibles. La plupart des Camerounais vers qui je vais reconnaissent, n'est-ce pas, des avancées perceptibles au niveau des démarches au sein de nos consulats. Merci à vous, membres du corps diplomatique et consulaire dans le monde. Mesdames et messieurs, il faut donc donner une autre image de la diaspora. Si nous voulons être pris en considération et si nous voulons être respectés, nous devons tourner le dos à ces fous du virtuel. Nous devons tourner le dos à ceux qui servent de mauvaise conscience et qui déroutent et détournent notre jeunesse et la postérité via des projets fumeux, via des écumes et via des écrans de fumée. Seule cette diaspora qui se lève tôt, qui travaille, qui trime, qui bosse, devrait être valorisée. Amis virtuels, sur le plan international, nous assistons aux conséquences de la guerre en Ukraine sur nos économies. Nous voyons des difficultés d'approvisionnement en céréales, en huile, en gaz et des menaces de toutes sortes sur la paix. Le Cameroun a choisi, bien évidemment, la voie de la neutralité diplomatique et stratégique. C'est le lieu et l'occasion pour nous de saluer la sagesse et l'expérience des dirigeants camerounais qui, par là même, ont su démontrer leur habileté à pouvoir traiter avec tous les partenaires, à œuvrer pour la paix, à œuvrer tout simplement pour l'apaisement, à œuvrer pour le progrès de l'humanité. Nous avons également assisté à la montée des extrêmes droites en Occident avec la stigmatisation des étrangers liés, n'est-ce pas, aux vagues migratoires que nous observons
dans l'océan Atlantique. Des lois anti-étrangers, dites lois anti-immigration, ont été votées. Des lois liberticides, stigmatisantes pour nos compatriotes étrangers venus en Occident pour chercher le bien-être. Les pays se barricadent, les frontières se ferment, le discours se droitise. Et face à ça, que font les dirigeants africains? Que fait le Cameroun? Nous préférons nous en tenir là. Nous avons pu également observer, sur le plan international, les printemps d'Afrique noire, avec des coups d'État contre des dirigeants corrompus et incompétents. La France-Afrique de De Gaulle, la France-Afrique de Mesmer est bousculée. Et ses pions subissent les affres et la colère d'un peuple qui se réveille enfin. La vague est partie de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément de la Guinée-Conakry, du Mali, du Burkina Faso, du Niger et est aux portes de l'Afrique centrale au niveau du Gabon. Tous les dictateurs de l'ancien précaré français tremblent. Chacun redoute le pire. Des hommes en kaki mettent fin à l'imposture et à la gabégie. Nous disons tout simplement à qui le tour, sans nous réjouir et sans encourager. Amis virtuels et amis réels. Revenons donc sur le Cameroun, notre patrimoine commun, cette terre qui nous est si chère. Permettez que je vous fasse un bref rappel historique sur notre pays, le Cameroun. Notre pays, le Cameroun, je le disais, a connu plusieurs étapes dans son histoire politique. Revenons sur l'occupation allemande. Pendant l'occupation allemande, nous avons observé des grands travaux et chantiers qui ont été lancés. Des routes, des ports, des aéroports, des vastes plantations agricoles et des villes ont été créées. Le Cameroun était rayonnant et prospère. Le Cameroun était uni. Le Cameroun avait plus que sa superficie actuelle. Le Grand Cameroun, le Neuf Cameroun. Nous avons donc du mal à expliquer à la postérité, à nos enfants, que s'est-il passé pour que ces bases d'un Cameroun rayonnant, prospère et moderne soient mises à mal pour voir et assister à ce que nous observons aujourd'hui. Pourquoi avions-nous perdu une bonne partie de notre territoire? Nous devons des explications à la postérité et aux générations futures. Ce Cameroun qui allait au-delà de 600 000 km², qui s'étendait aux confins de la Sanga, du lac Tchad, en Guinée équatoriale, à Bitam, à Oyem, et jusqu'aux confins de l'Angola. Nous avons perdu presque la moitié de notre territoire. Que nous disent nos aînés, nos parents? Que s'est-il passé pour que ce Cameroun rayonnant, prospère de l'occupation allemande tombe en déclin aujourd'hui? Nous devons des explications à la postérité. Nous allons donc revenir sur l'occupation franco-britannique. L'occupation franco-britannique marque la division et la balkanisation du Cameroun. Son affaiblissement, le désordre, la guerre, la spoliation, le pacte colonial, les accords militaires, les accords coloniaux. Le Cameroun s'affaiblit, il s'émiette, il se balkanise, il se divise, des guerres éclatent. Le Cameroun allemand, un Cameroun rayonnant, immense, grand, qui a mis les prémices du développement. Ce Cameroun a été mis en lambeaux lors de l'occupation franco-britannique. Les historiens nous expliqueront ce qui s'est passé. Nous chercherons à comprendre
ce qui s'est passé. Nous devons des explications aux générations futures. Pourquoi le net Cameroun, pourquoi le grand Cameroun s'est balkanisé, s'est affaibli, est tombé presque en déclin. Abordons donc maintenant la période post-coloniale. Sous le premier président du Cameroun, Amadou Ahidjo, puisque nous n'allons pas compter M. André Marimbida comme l'un des présidents du Cameroun, son nom a tout simplement été occulté. Le Cameroun sous Ahidjo, il y a une tentative de pacification. Il y a la relance des grands travaux et des grands chantiers initiés par les Allemands. Il y a une politique de protectionnisme qui est mise en place, un centralisme, et nous avons pu également déplorer des dérives autoritaristes. Vint donc la fameuse transition, une transition qui est restée floue et ambiguë, et encore une fois, les historiens se chargeront d'expliquer à la postérité que s'est-il passé, pourquoi en est-on arrivé là. Abordons le Cameroun sous le président Paul Biya. Le président Paul Biya va instaurer le libéralisme. Il va libéraliser, moderniser. À la suite de cela, nous allons assister à une perte de l'autorité de l'État, à une gestion gabégique, à la montée en puissance de la corruption. Mesdames et messieurs, à la montée en puissance de la corruption. Nous allons assister, si vous le permettez, à beaucoup de dérives que je viens de vous citer sous le Cameroun, l'ère du président Paul Biya. Nous allons assister donc à la montée des réflexes identitaires, à des crises sécuritaires. Nous allons assister à beaucoup de dérives, notamment la fracture sociale, le Cameroun sous le président Biya, la fracture sociale, les identitarismes, l'instabilité, et puis bien évidemment, la transition risquée et de tous les dangers qui se profilent à l'horizon. Amis virtuels, mesdames et messieurs, permettez également que je vous fasse, n'est-ce pas, un petit bilan sur les 33 ans d'indépendance du Cameroun, avec quelques indicateurs macroéconomiques. Après donc le bref rappel historique, je vais vous donner quelques grands indicateurs macroéconomiques, mesdames et messieurs, quelques grands indicateurs macroéconomiques en 63 ans d'indépendance. Nous allons prendre quelques grands indicateurs. Prenons la population du Cameroun. Elle est estimée selon un rapport de la population mondiale à 28 millions d'habitants. Notre pays est passé de pays à revenus intermédiaires ou émergents à pays pauvres très endettés. Je ne suis pas l'auteur de cet acronyme ou de cette appellation. Tout le monde le sait. Prenons le taux de pauvreté. Sur une population de 28 millions d'habitants, le taux de pauvreté culmine vers les 40% de la population. Ça veut dire 55% des Camerounais en zone rurale vivent en dessous du seuil de pauvreté. 40% des Camerounais vivent dans la pauvreté. Ça veut dire sur 28 millions, à peu près 15 à 18 millions de Camerounais vivent en dessous du seuil de pauvreté. Je vais vous prier, mesdames et messieurs, de mettre des cœurs pour sécuriser le direct qui doit être fortement signalé pour des raisons qui m'échappent. Nous allons prendre notre grand indicateur macroéconomique, l'espérance de vie au Cameroun. L'espérance de vie au Cameroun, elle est située à 55 ans. Donc au Cameroun, lorsqu'on a atteint 55 ans, on a assez vieilli, on peut mourir.
Prenons le taux de mortalité au Cameroun. 917 Camerounais meurent chaque jour et 38 Camerounais meurent chaque heure. 27 510 Camerounais meurent chaque mois, ce qui fait une moyenne de 330 120 Camerounais qui meurent chaque année. Nous allons prendre un autre grand indicateur macroéconomique nous permettant de jauger de l'état de santé de notre pays, le Cameroun. Le taux de naissance, c'est tout ce qui a pu me réjouir. Près d'1 million d'enfants naissent chaque année au Cameroun. Nous félicitons ici la fertilité de nos sœurs, de nos épouses, de nos mamans. 1 million de Camerounais naissent chaque année. Le taux de croissance de la population est estimé à 700 000 Camerounais par an. Ça veut dire, lorsqu'on fait ce qu'on appelle la soustraction entre le taux de naissance et le taux de mortalité, nous constatons que chaque année, la population camerounaise va augmenter de 700 000 nouveaux habitants. Nous saluons également le taux de fertilité de nos mamans, de nos filles, de nos épouses. Près de 2800 enfants camerounais naissent chaque jour. C'est certainement le produit, n'est-ce pas, de la politique de la protection infantile et maternelle. Les autorités du Cameroun ont certainement mis en place une politique permettant de protéger les mères et leurs enfants. C'est ce qui explique donc cette forte natalité et cette forte croissance de notre population qui, vers les années 2050, sera estimée entre 50 et 60 millions d'habitants. Que faudra-t-il faire face à ce défi démographique? Il faudra mettre les bases d'un Cameroun émergent, développé, pour pouvoir s'occuper de cette masse, de cette population qui arrive. Prenons le taux de chômage au Cameroun. Selon les experts, la population active est estimée au Cameroun entre 8 et 9 millions d'habitants. Les experts n'arrivent pas à s'entendre, mesdames et messieurs. Les experts n'arrivent pas à s'entendre. Pour certains, ce taux de chômage culmine entre 13% de la population active et pour d'autres, il est à 3,3% de la population active. Mais il y a un chiffre sur lequel les experts sont d'accord, c'est le sous-emploi. Le sous-emploi de la population camerounaise est estimé à 70% de la population active. Nous allons également prendre un autre grand indicateur macroéconomique. C'est ce qu'on appelle l'indice de perception de la corruption. Le Cameroun occupe le 142e rang sur 180 pays selon l'indice de Transparency International. En réalité, le Cameroun occupe le 38e rang sur 180 nations et le Cameroun compte parmi les 50 pays les plus corrompus au monde. Nous allons prendre un autre grand indicateur macroéconomique, ce qu'on appelle l'IDH, l'indice de développement humain. Pour les nuls, le niveau de vie. Le Cameroun occupe le 153e rang sur 189 pays au monde en termes d'IDH ou de niveau de vie. Le taux de scolarisation, tout comme le taux de naissance, ce sont les seuls facteurs réduisants. Le taux d'alphabétisation au Cameroun est entre 77 et 80%. Nous continuons donc à vous donner d'autres grands chiffres, mesdames et messieurs. Le taux d'accessibilité à l'eau potable. Seuls 34% des Camerounais ont accès à l'eau potable. Le taux d'accessibilité à l'électricité. 64% des Camerounais ont accès à l'électricité. Mais il faut noter des disparités entre régions et des délestages quasi permanents. Nous allons également prendre un chiffre
très inquiétant. Le taux de bitumage des routes, il s'élève à 8% en 2023, l'un des taux les plus faibles au monde. Le Cameroun dispose de l'un des réseaux routiers les plus faiblement bitumés. 8%. Ce qui est inquiétant pour un Cameroun et un pays qui se veut émergent. Prenons l'accès aux soins. Le Cameroun dispose de 2 médecins pour 1000 habitants. Les chiffres du ministère de la Santé parlent de 96% des Camerounais ayant accès aux soins de santé. Mais dans la réalité, nous observons des Camerounais incapables de payer leurs ordonnances, leurs frais d'hospitalisation, qui meurent de petites maladies, et nous avons donc pu vous décrire plus haut le taux de mortalité. Nous allons prendre maintenant le taux d'inflation. Ce sont des grands indicateurs macroéconomiques et les économistes qui sont là peuvent compléter, ajuster et prendre la parole. Le taux d'inflation s'élève au Cameroun à 7,8%. Ça veut dire la cherté de la vie. Il est très élevé. C'est l'un des plus élevés en Afrique. Le taux de croissance est de 4% en 2023, mais cette croissance, les Camerounais ont du mal à la voir, à la vivre dans le panier de la ménagère. Prenons maintenant un autre grand indicateur macroéconomique. Le taux d'endettement du Cameroun. Le taux d'endettement du Cameroun se situe à 42% de notre PIB en 2023. Notre PIB est estimé à 12 000 millions de dollars. Ça veut dire la capacité des Camerounais à créer des richesses. Et le taux d'endettement est situé à 42%. Je vais vous donner des moyennes. L'un des taux les plus faibles, c'est en Estonie, 18,5%, au Luxembourg, 28,2%, au Sultanat de Brunei, il est à 0%. Le Cameroun occupe le 122e rang sur 197 pays au monde en matière de taux d'endettement. La dette extérieure du Cameroun en valeur absolue se lève à près de 8 000 milliards de francs CFA. Je répète, en valeur absolue, la dette extérieure du Cameroun est estimée à près de 8 000 milliards de francs CFA. Presque la moitié de notre PIB, produit intérieur brut. Mais nous ne pouvons pas nous plaindre parce que dans le top 10 figurent les États-Unis, la Chine, la France, l'Angleterre, Israël et le reste, les nations les plus endettées. Un autre indicateur, l'économie du Cameroun dépend de son pétrole à 40%, de son gaz à 17%, de son cacao à 15% et du bois à 14%. L'armée du Cameroun occupe le 20e rang en Afrique sur 34 puissances militaires. Nous allons terminer par le taux d'urbanisation. Le taux d'urbanisation au Cameroun qui met également en exergue un autre chiffre assez inquiétant, l'exode rural. Le taux d'urbanisation est situé à 55%. Ça veut dire les Camerounais qui quittent les campagnes pour s'installer en ville, 55% de la population camerounaise s'entasse dans nos villes. C'est pour ça que nous observons cette forte pression sur les grandes villes, avec des poubelles qui jonchent partout, l'absence des routes, des hôpitaux. Il faudra des grands investissements, un plan Marshall pour faire face non seulement à cette forte poussée démographique, mais également à ce fort exode rural. Mesdames et messieurs, amis virtuels et amis dans la réalité, le SMIC au Cameroun est situé à 60 000 francs CFA. Voilà donc, mesdames et messieurs, quelques grands indicateurs macroéconomiques qui dénotent de notre état de santé, de l'état de santé de notre économie. Nous allons donc sortir de la technocratie pour faire un bilan holistique, simple, de la situation qui prévaut actuellement dans notre pays, pour le Camerounais lambda, de manière terre à terre. Là,
c'était des grands indicateurs macroéconomiques pour les savants, pour les experts, pour les intellectuels. Nous revenons aux Camerounais lambda. 3 célèbres affaires permettent de résumer la situation chaotique qui règne dans notre pays. L'affaire Martinez-Zogo, l'affaire Samy Le Noir et l'affaire des terres des Invins. Ces drames ont mis en exergue plusieurs problématiques propres au Cameroun. La question de l'indépendance de notre justice, la question de la sécurité des Camerounais, la question du régime foncier et domanial, la question des clans au sommet de l'État, la question de qui gouverne le Cameroun. Alors, nous allons donc détailler et analyser ces différentes problématiques qui se posent au Cameroun. La question de l'indépendance de notre justice. Nous avons assisté, lors de l'affaire dite Martinez-Zogo, à un véritable imbroglio judiciaire. Près d'1 an après l'assassinat de Martinez-Zogo, les Camerounais ne savent toujours pas qui a assassiné Martinez-Zogo et qui les a envoyés l'assassiner. C'est l'impasse judiciaire. La commission mixte qui a été mise sur pied par le président Paul Biya a donné des résultats mitigés. Une enquête orientée, une enquête à charge qui visait à détruire et à se débarrasser de quelques adversaires potentiels et ennemis. L'homme d'affaires Jean-Pierre Belinga en a fait les frais avec le patron des services d'intelligence du Cameroun, le commissaire divisionnaire Eko Maxime. Ils ont laissé des plumes. À ce jour, nous ne savons toujours pas qui a assassiné Martinez-Zogo et qui les a envoyés nos fers. Il a fallu attendre l'arrivée d'un juge d'instruction, M. Sikati II, à qui nous rendons hommage, pour voir des nouveaux suspects sortis de l'ombre et des ténèbres, des suspects qui avaient été jusque-là épargnés par l'enquête préliminaire mise sur pied avec la commission mixte décrétée sur haute instruction du chef de l'État. Ils ont oublié qu'il y avait un suspect du nom de Sanvom. Le juge Sikati nous a donc permis d'en savoir un peu plus sur cette affaire, que M. Sanvom Stéphane Martin, le maire de Bibé, pour ne pas le citer, était lui aussi impliqué dans cette affaire. Il a été convoqué, auditionné, mais son audition et sa convocation ont fait couler beaucoup d'encre de salive qui nous laisse un goût amer, nous les patriotes, nous qui aimons ce pays. Cette affaire a mis en lumière la problématique de l'indépendance de notre justice. Dès lors qu'il y a des suspects qu'il fallait auditionner et convoquer, la justice camerounaise s'est inféodée. Il y a eu des décrets, des hautes instructions pour chambouler cette justice militaire pour des raisons qui jusque-là nous échappent. Alors, nous, citoyens lucides et engagés, nous nous posons une question. De quoi ont-ils peur? Que veulent-ils cacher? Que s'est-il réellement passé dans cette affaire de Martinez-Zogo? Seul l'avenir nous dira de quoi il est question. Nous allons donc maintenant aborder un autre problème qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'assassinat du jeune acteur Samy Le Noir. La vérité a été masquée, édulcorée. Jusqu'aujourd'hui, le pauvre Samy a été enterré en Colondom. Cette terre si chère à un illustre Camerounais, paix à sa mémoire et à son nom, le ministre André Tchoumi. Il a été enterré. Justice n'a jamais été rendue à Samy Le Noir. Nous ne savons pas les circonstances exactes de sa mort. Tout ceci sème le doute. Tout ceci provoque un émoi et
une certaine indignation vis-à-vis de nos institutions et de l'institution judiciaire. Nous avons également la question de la sécurité des Camerounais. Nous avons assisté ces derniers temps à des assassinats en série. L'assassinat du père Angelbert Mveng, l'assassinat de Monseigneur Yves Plumier, l'assassinat de la secrétaire de Marafa Annie Douyaya, la mort du père Ncha, la mort du père Bébé Ola, la mort de Monseigneur Jean-Marie Bala, la mort de Martinez Zogo et d'autres morts d'illustres inconnus dont nous ne connaissons pas les circonstances exactes. Mais qui tue les Camerounais? Qui est chargé de protéger les Camerounais? C'est des questions que nous continuons à poser à ceux qui ont en charge la sécurité des Camerounais. Est-ce qu'on pourrait encore se sentir en sécurité dans ce pays où des enquêtes sur des assassinats odieux ne sont pas élucidées, où des enquêtes cherchent à protéger des criminels, où des enquêtes cherchent à protéger des tueurs? Désormais, l'État qui est censé protéger le citoyen est devenu une machine à tuer. Des agents de l'État, et pas des moindres, des agents de nos services secrets utilisent les moyens du peuple, la formation du peuple, les moyens mis à leur disposition pour protéger, défendre le Cameroun, pour assassiner des citoyens. Il y a désormais des tontons macoutes, des escadrons de la mort, qui sèment la désolation, qui tuent, qui assassinent impunément et accusent des innocents. De ce Cameroun-là, nous n'en voulons pas. De ce Cameroun-là, nous le dénonçons avec véhémence et avec la dernière énergie. Plus jamais cela dans notre pays. Des enfants du Cameroun ne doivent pas se faire tuer comme des poulets, comme des porcs et comme des animaux par des délinquants, des criminels, des tueurs tapis dans l'ombre au sommet de l'État qui tuent, qui assassinent, qui sèment la mort et qui attribuent leurs forfaits, leurs crimes à des innocents. Plus jamais cela dans notre pays. Nous le dénonçons avec véhémence, avec la dernière énergie. Parmi ces choses à faire citer, revient également en boucle la question du régime foncier et domanial camerounais et de l'exploitation de nos mines. Nous avons assisté à des spoliations des terres des autochtones du côté de la vallée d'Untem, de l'Anvila, de Biwombani, d'Emvan, de Djikolo et maintenant du côté de l'Ezoa avec les Mveng. Les Mveng, pour parler d'eux particulièrement, nous avons porté cette cause. Nous nous sommes mobilisés afin que, n'est-ce pas, ces autochtones qui ont donné de leurs terres pour construire le Cameroun rentrent dans leurs droits sur les petites parcelles de terre qui leur restaient. Mais certains hauts dignitaires, certains dirigeants qui se croient les descendants de Sokoto, qui se croient les propriétaires du Cameroun, ont fait la sourde oreille face aux gémissements, face aux pleurs, face aux cris de frais poussés par les Mveng. Ces natifs du Cameroun qui se sont sacrifiés pour qu'on ait cette si belle capitale, qui ont donné de leurs biens, de tout ce qu'ils avaient de si cher, pour qu'on ait la capitale Yaoundé. On a décidé de leur concéder quelques hectares. Des individus cupides, malveillants, matérialistes, qui n'aiment pas la paix, qui n'aiment pas la cohésion sociale, ont tout fait pour torpiller ce projet du chef de l'État et faire des Mveng des parias et faire des Mveng des laissés pour compte. Je vous prie de vous taire là-bas, les enfants. Madame Zogo est en train de rétablir l'ordre de l'autre côté. Les enfants bavardent et perturbent beaucoup. Merci, Madame Zogo. Alors, nous nous sommes donc mobilisés. Il a fallu des mobilisations, tous azimuts,
pour que l'affaire de Dikolo ait enfin un dénouement heureux et que l'affaire des évènements en cours, qu'on puisse entendre leur cause. Ceux qui ont en charge de gérer la destinée des Camerounais ont fait la sourde oreille. Mais ils se font passer pour des grands dirigeants. Nos richesses minières sont bradées. La mine de fer de la Lobé et d'autres, sur toute l'étendue du territoire, les populations autochtones ne profitent de rien, ne bénéficient de rien. Des hauts dignitaires, tapis dans l'ombre au sommet de l'État, vont, perçoivent des commissions, comme nous l'a révélé le scandale de Glencore, bradent notre patrimoine minier. Personne ne lève le doigt, personne ne conteste, personne ne bouge. Mesdames et messieurs, nous avons pu également, à l'occasion de ces trois affaires, assister à ce que nous appelons la guerre des clans au sommet de l'État. Nous avons vu, mesdames et messieurs, des hauts dignitaires qui se mettent au-dessus de l'État du Cameroun, qui refusent d'appliquer les décisions de justice, qui instrumentalisent l'État et la justice pour des intérêts qu'ils connaissent eux-mêmes. Je ne suis pas en capacité ici de vous dire qu'est-ce qui les anime. Nous savons désormais que le Cameroun est divisé, pris en otage entre plusieurs clans qui se disputent désormais la succession du président Paul Biya. Ces clans sont connus. Et n'attendez pas que ce soit moi qui vienne encore une fois les exposer. Nous connaissons les différents clans au sommet de l'État qui instrumentalisent tout, qui pillent, qui positionnent les leurs, qui mettent en place un système parallèle par rapport au système officiel mis en place. Mesdames et messieurs, cela nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Mais qui gouverne donc le Cameroun? Qui gouverne le Cameroun? À qui le peuple camerounais a confié les rênes du pays lorsque des individus ne bénéficiant d'aucune légitimité populaire s'érigent en décideurs, prennent des décisions, se mettent au-dessus des lois, instrumentalisent l'État? Nous nous posons juste un certain nombre de questions. Qui gouverne? Qui dirige? Nous tous, nous avons assisté à ce spectacle. Des ministres, des DG, des généraux, des colonels, des commissaires divisionnaires roitelets qui se placent au-dessus des institutions, qui font ce qu'ils veulent. À ces affaires, mesdames et messieurs, il faut ajouter d'autres scandales dont je vais vous détailler. À ces affaires ayant donc sémé la division, le chaos au Cameroun, il faut ajouter d'autres scandales. Le Covid Gate, la Can Gate, le Savannah Gate, le Glencore Gate, les très hautes instructions Gate, la ligne 94 et 65 Gate, la transition Gate, la gouvernance par embuscade et du guet-apens, la gouvernance de la loyauté et confiance aveugle, la gouvernance de la lenteur et de l'attentisme, la gouvernance de la diversion et du divertissement, la citoyenneté de la courtisanerie et de la poltronnerie. Mesdames et messieurs, permettez que je revienne en détail sur ces grands mots qui minent notre pays. Nous nous acheminons vers la fin de ces vœux et de mon message. Prenons nous allons prendre quelques exemples pour illustrer quelque chose d'assez fondamental. Le Covid Gate. Voilà un pays où
la justice a clairement établi que des fonds colossaux avaient été détournés. Des noms avaient été donnés. La Chambre des comptes a été claire. Jusqu'à ce jour, les auteurs de cette forfaiture n'ont jamais été inquiétés. La CAN qu'a organisé le Cameroun, des milliards ont également été engloutis. Et jusqu'à ce jour, des noms ont été donnés, des sommes avancées, ils n'ont jamais répondu de leurs actes. On a pu voir également un autre scandale, le Savannah Gate, l'affaire du vol du pétrole tchadien par des hauts dignitaires tapis dans l'ombre à la présence de la République et dans la haute administration. Ils ont humilié le Cameroun. Ils ont failli provoquer une guerre et une crise entre le Tchad et le Cameroun. Jusqu'à ce jour, c'est l'impunité totale, silence radio, rien n'a été dit, rien n'a été fait. Nous assistons et nous avons pu également assister au scandale dit Glencore, le Glencore Gate. Ces Camerounais au sommet de l'État qui sont allés percevoir des pots de vin pour signer des contrats miniers sur nos richesses naturelles, pour brader nos richesses naturelles, personne n'a pu les inquiéter. Nous assistons également à la dérive des très hautes instructions dont personne n'ose en parler. Le président Paul Biya est le seul à qui le peuple a donné un mandat, n'est-ce pas, par un vote universel, ce qu'on appelle le droit de vote universel, pour diriger le Cameroun et gérer le Cameroun. Mais chaque jour, on nous dit que des gens décident au nom du président Paul Biya sur haute instruction. Nous ne comprenons plus rien dans le fonctionnement de ce pays. C'est pour ça que nous voulons savoir qui gouverne. Alors, les dirigeants sont à l'écoute du peuple sous d'autres cieux. Lorsqu'il y a des choses qui sont décriées, qui posent problème, le suffrage universel direct. Merci à toi, Benoît Yeke. Lorsqu'il y a des choses qui posent problème, les dirigeants rétropédalent. Alors, si la question de prendre des décisions sur très haute instruction du président Biya pose problème au peuple, nous ne comprenons pas pourquoi les autorités du Cameroun ne mettent pas fin à cela et continuent à laisser planer le doute, l'ambiguïté et le flou autour du fonctionnement des institutions. Mesdames et messieurs, parlons maintenant des fameuses lignes 94 et 65 qui ont défrayé autant la chronique. Alors, de quoi s'agit-il? Les lignes 94 et 65. Chaque pays fonctionne avec un budget. Et le budget, c'est des prévisions en termes de recettes et dépenses de l'État. En matière donc de politique budgétaire, il y a un principe sacré qu'on appelle l'affectation des recettes. Les recettes fiscales, douanières, minières, forestières et autres, et puis les dépenses de fonctionnement et d'investissement, doivent être votées par une loi qu'on appelle la loi des finances. Les lignes 65 et 94, donc, vont couvrir les charges non reparties de l'État en fonctionnement et en investissement. C'est ce qu'on appelle les dépenses de souveraineté. Ça veut dire les dépenses et les recettes non affectées. Ça devient un peu compliqué. Un État fonctionne avec quoi? Pour vous expliquer ça simplement, il y a un budget, on autorise les recettes et les dépenses. Et ces recettes et dépenses bénéficient, n'est-ce pas, de ce qu'on appelle l'affectation. On définit que telle somme va payer les fonctionnaires, telle recette va construire les routes. Mais les fonds rentrant dans le cadre de la ligne 65 et 94 couvrent les dépenses non affectées en matière de fonctionnement et d'investissement. C'est ce qu'on appelle les dépenses de souveraineté. Elles sont gérées par le ministère des Finances, de l'Économie et le ministère du Plan et de l'Aménagement du territoire. Je vais vous faire grâce donc de tous les détails de qui fait quoi entre le ministère des Finances et le ministère
du plan et de l'aménagement du territoire, la direction générale du budget, la direction des ressources financières, la direction générale de l'économie et de la programmation, la fameuse direction de la programmation des investissements publics avec le fameux Sylvain Mvondo. Nous ne sommes pas là pour parler de ça. Dans le cadre donc de ces lignes 65 et 94, amis virtuels, amis réels, entre 2010 et 2021, 5400 milliards de dépenses publiques ont été engagées dans le cadre des lignes 65 et 94. 5400 milliards de dépenses publiques. En 12 ans, le Cameroun a dépensé 12%, n'est-ce pas, de son PIB dans le cadre des lignes 94 et 65. Il y a eu des abus, des dérives et une gabégie. L'audit commandé le 18 janvier 2022 par une lettre du secrétaire général de la présidence de la République sur haute instruction du président Biya adressée au contrôle supérieur de l'État, à l'époque dirigé par Madame Mba Acha-Rose Fumundam. Cet audit de gestion des ressources budgétaires dans le cadre de la ligne 65 et 94, il en ressort donc que sur ces dépenses-là, il y a eu beaucoup d'abus, de dérives. Je vais vous en donner quelques grandes lignes. Une correspondance du Minefi du 30 septembre 2022 parle de 1790 agents de son ministère qui n'ont pas justifié des frais de mission dans le cadre de la ligne 65. La ligne 65 est donc gérée par le ministère des Finances dans le cadre du budget de fonctionnement de l'État et la ligne 94 par le ministère du Plan et de l'Aménagement du territoire. 1790 Camerounais ont donc bénéficié des frais de mission fictifs dans le cadre de la ligne 65. Le tribunal criminel spécial a été saisi. Des milliards ont été engloutis et jusqu'à ce jour, nous n'en savons pas plus. 50 milliards ont été engloutis par la direction générale du budget dans ce cadre-là. Les frais des missions fictives par an qui s'auto-attribuent. Et ceux qui parlent donc de Jean-Pierre Amour Obelinga n'iront jamais voir ces Camerounais voleurs et malhonnêtes qui ont profité de la ligne 65 et qui se sont attribués des missions fictives à l'étranger, engloutissant des milliards de nos francs CFA qui auraient pu servir au développement, à la construction des routes et des hôpitaux. 50 milliards ont donc été engloutis dans le cadre de ces missions dites fictives. 50 autres milliards ont été engloutis dans le cadre de ce qu'on appelle les dépenses laissées à la discrétion de la direction générale du budget. 50 milliards de ces fonds ont été engloutis dans le développement et la sécurité. Écoutez, dans le cadre de la ligne 65, ceux qui en ont bénéficié, la sécurité, pour des défenses dites de souveraineté, la présidence de la République du Cameroun, les services attachés au premier ministère, le Conseil économique et social, le ministère des Relations extérieures, le ministère de la Justice, les évacuations sanitaires, oulala, les frais de mission, la fête nationale, les partis politiques, les condamnations de l'État, alors que nous avons des dossiers qui croupissent, on a réclamé des dommages et intérêts, personne ne nous a indemnisés. Les subventions aux ménages, dont il y a même des subventions réservées dans le cadre de la ligne 65 à accorder aux ménages, le secteur privé, les ONG, les nouvelles institutions, les élections, les collectivités territoriales, la subvention des produits pétroliers, les fonds alloués aux députés. Est-ce que vous comprenez ça? Je vais vous donner donc les chiffres. En 2020, donc, on a dépassé, par exemple, ces fonds
qui était estimé à 272 milliards, on s'est retrouvé à 570 milliards de francs CFA en 2020. La loi de finances du Cameroun, à travers ce qu'on appelle la loi de règlement, devrait régulariser cette situation. 570 milliards de francs CFA engloutis en 2020 dans le cadre de la ligne 65. Cet argent a été versé comme suit. Des centaines de milliards aux entreprises publiques, des dizaines de milliards pour la sécurité du Cameroun, des trentaines de milliards aux communes, des dizaines de milliards aux ONG et associations fictives, donc à peu près 3 à 9 milliards. 5 milliards versés aux ménages, je ne sais pas lesquels, en guise de subvention, 4 milliards pour les évacuations sanitaires, 1,5 milliard, entre 1,5 milliard et 2 milliards pour les projets des députés. Les députés qui se taisent. La ligne 65. Les agents économiques qui ont des projets pour l'État du Cameroun, des centaines de milliards. Aucun cahier de charges n'a été respecté. Mais on nous parle toujours de Jean-Pierre Amour Belinga. Voilà de l'argent englouti dans le cas de la ligne 65 n'ayant rien à voir avec Amour Belinga. Les députés, les ONG, les associations, tout le monde en a profité de la manne. Au niveau de la ligne 94, des gens ont créé des sociétés fictives pour engloutir des centaines de milliards. L'usine de poulet de Bomono, dans le cadre de la ligne 94, a bénéficié des milliards. Je ne sais pas si à Bomono, ce petit pays, il y a une usine de poulet. L'usine de manioc de Samelima, des milliards. L'usine de tracteurs de Borowa, des milliards. L'autoroute Yaoundé, un Simalen, 10,8 km de route en 9 ans et qui a bénéficié de 200 milliards de francs CFA. Sur les 35 milliards prévus initialement. Écoutez bien, l'autoroute Yaoundé-Simalen, 10 km, prévu pour 35 milliards. On en a dépensé 200 milliards. 200 milliards sur 10 km de route. Le seul nom qu'on a dans la bouche, c'est celui d'Anne Jean-Pierre Amour Belinga. Des barrages hydroélectriques de making, 25 milliards à 100 milliards. Ils étaient prévus pour 25 milliards. On en a dépensé 100 milliards. La dette donc du Cameroun est passée de 9 000 milliards à 12 000 milliards en 2022. On continue à endetter des générations entières dans le fameux cadre de la ligne 94. L'argent détourné en 2020 dans le cadre de la ligne 94 s'élève à 800 milliards de francs CFA. 800 milliards de francs CFA détournés en 2020 dans le cadre de la ligne 94 et 530 milliards de francs CFA détournés dans le cadre de la ligne 65. Nous allons donc nous arrêter là dans cet inventaire macabre et sinistre, mesdames et messieurs. Voilà donc le Cameroun, chiffre par chiffre, élément après élément, qu'on va vous vanter dans les prochains jours. Voilà la réalité de notre pays. La gabégie, le pillage, la destruction, la méchanceté. On endette des générations entières. Près de 9 000 milliards de dettes extérieures pour que cet argent finisse dans la poche des gens qui construisent des châteaux, qui mangent, qui boivent, qui entretiennent des maîtresses. Nous poursuivons donc cette série macabre. La ligne 94 et 65, je viens de vous en édifier dessus.
pour vous faire comprendre que Amourou Belinga n'est pas le seul bénéficiaire. D'ailleurs, il n'a presque bénéficié de rien. Et s'il en a bénéficié, il a investi, il emploie des Camerounais. D'autres ont pillé. Je vous rappelle, 5400 milliards engloutis en 13 ans. Ou 12 ans, disons, dans le cas des lignes 94 et 65. Avec 5400 milliards, on développait le Cameroun. On électrifiait tous nos villages. On mettait de l'eau dans tous nos villages et villes. On construisait des routes, des hôpitaux, des écoles. On continue à endetter des Camerounais et cet argent finit dans la poche et les poches des malfaiteurs, des brigands et des voleurs. Nous continuons la transition. Les clans se forment. Les langues se délient. Le pays inquiète, mais personne n'en parle. La gouvernance par embuscade et du guet-apens. Nous ne savons pas sur quelle base l'État du Cameroun fonctionne. Tout le monde est en insécurité. À tout moment, ça peut arriver à tout le monde. La gouvernance du guet-apens et de l'embuscade. Personne n'est à l'abri. Tout le monde s'en inquiète. Les Camerounais sont inquiets pour la suite. Rien ne semble les rassurer, mais certains tentent de vous faire croire que tout va bien. La gouvernance de la loyauté et la confiance aveugle. Cet élément m'intéresse énormément parce que certains te diront, nous sommes loyaux, nous restons fidèles, nous avons confiance au président Paul Biya. Nous n'avons rien après le président Paul Biya. Mais, je vais m'adresser ici à mon aîné, le divisionnaire Eko Maxime. Lorsque le divisionnaire Eko Maxime a été interpellé et jeté en prison, les adeptes de la gouvernance, de la loyauté aveugle et la confiance absolue ont dit non, ce n'est pas grave. Vous allez voir, quand le président Paul Biya va frapper ceux qui ont envoyé Eko. D'ailleurs, Eko continue à travailler. Ne vous inquiétez pas. Le président lui code des dossiers depuis Kondengui. On ne l'a pas relevé de ses fonctions. Le président Biya est un stratège. Il est en train de calculer quelque chose. Jusqu'à ce que on enlève Eko sur haute instruction l'autre jour. Les adeptes donc de la gouvernance, de la loyauté et confiance aveugle ont changé de registre et de discours. Ils ont changé de bouche, comme on dit au sous-quartier. Ils ont dit non. Le président Paul Biya sait ce qu'il fait. Il est en train de piéger le nouveau patron, la DGR et les autres. Donc Eko, il change de registre en fonction des circonstances. Voilà. Ceux qui attendent donc et ont une confiance aveugle au président Biya, ont une loyauté aveugle, c'est votre problème. Quelqu'un va se retrouver en enfer, attendant que le président Biya vienne le délivrer, que le président Biya vienne agir. Beaucoup l'ont fait, ont fini les derniers jours à Kondengui, sont morts. À l'époque, j'avais été victime d'Edgar Alem Bongo et de Jean-Marie Atamnamabar. Les gens me disaient, reste tranquille. Quand le président Paul Biya sera au courant de cette affaire, il va frapper dur. Mbongo et Jean-Marie Atamnamabar ont failli me tuer. Comme je suis un homme averti, avisé, je suis parti. Alors, le fait curieux dans ça, c'est que ils ont signé une interdiction de sortie du territoire qui concernait 3 commissaires. Et Béné Albert Léopold, Kenin Kerbay Didier, paix à son âme, Junior Zogo. Cette interdiction de sortie du territoire disait que nous voulons déstabiliser le Cameroun et il faut nous interpeller partout où on nous verra et nous mettre en prison. 2 commissaires sont partis, et Béné et moi. Il y a un qui n'a jamais bougé, Kerbay. Pourtant, il y avait une interdiction de sortie du territoire exigeant qu'on nous interpelle Manu Militari pour tentative de déstabilisation et de coup d'État et qu'on nous mette en prison. Mais curieusement, quand Ebene et moi nous avons quitté le Cameroun, on a pu inquiéter le dernier commissaire qui est sorti, Kerbay, jusqu'à ce qu'il meure dernièrement. Il n'était plus accusé de vouloir assassiner de hautes personnalités, de faire le coup d'État. J'ai quitté ce pays pour ne pas me laisser endormir
par ceux qui te diront toujours que fais confiance au président Paul Biya. Quand le président Paul Biya sera au courant, quand le président Paul Biya sera informé, tu vas voir ce qu'il va faire. Il a fallu attendre plus de 15 ans pour voir Edgar Alem Bongo et Jean-Marie Atangmabadame Bourreau se faire neutraliser. Pour des raisons certainement qui n'avaient rien à voir avec mon affaire. Parce que le président Paul Biya, comme les gens le disent, il reste maître du temps. Il agit selon sa volonté, en fonction des intérêts que lui seul il maîtrise. Des gens peuvent mourir. Des gens peuvent crever. Tout peut leur arriver. Et certains ont fait confiance au président Paul Biya. Convaincus qu'il allait les sauver, ils sont morts en prison. Ils ont été relevés de leurs fonctions et ils continuent à attendre. Et je vous demande de continuer à attendre. Vous attendrez comme le professeur Gervais Mendozé, paix à son nom. Vous attendrez comme les Marafa Olangna Ababa. Vous attendrez jusqu'à votre mort. Personne ne maîtrise le logiciel du président Paul Biya. Je ne m'en plains pas. Je suis là pour analyser froidement les faits. La gouvernance de la lenteur et de l'attentisme. On dit toujours, attendez, vous allez voir. Le président Biya sait prendre son temps. Le président Biya va agir. Mais des gens meurent. Les milliards sont engloutis. Des familles souffrent. La souffrance devient intenable et insupportable. Mais on dit toujours, attendez, vous allez voir. Si moi j'avais attendu, Mbongo m'aurait tué. Je serais mort depuis parce qu'on me disait d'attendre, de faire confiance au président Biya. Mon dossier est toujours auprès de la Chambre administrative de la Cour suprême. Personne ne l'a regardé, personne ne l'a lu. J'attends toujours que le président Biya vienne me sauver contre mes bourreaux, Mbongo et Jean-Marie Atangmabadame. Tout comme Eko Maxime attendent toujours. Tout comme d'autres attendent toujours. Tout comme Gervais Mendozé attend au royaume des morts. Que le président Biya vienne le sortir de cette situation, le sorte des griffes de ses ennemis et adversaires. Nous ne comprenons plus rien à cette gouvernance. La gouvernance de la diversion et du divertissement. Alors, j'ai vu hier des autorités qui se sont présentées à l'aéroport pour donner le drapeau et le fanion aux lions indomptables. Les lions indomptables qui vont en Côte d'Ivoire. J'ai dit très bien. Nous n'allons jamais voir les autorités se mobiliser pour les vraies causes. La cause des invents. Justice pour Martinez Zogo. Justice pour Sami. L'affaire de Dikolo. Tous les crimes et abus, non. Ce qui les intéresse, c'est le foot. De venir avec des drapeaux, de donner. Ça fait de nombreuses années que le Cameroun gagne des Coupes d'Afrique. Que le Cameroun participe à des phases finales. Bonjour à toi, mon jeune frère Charles Herman. De la Coupe d'Afrique. Qu'est-ce que cela a apporté et changé dans le quotidien des Camerounais? Les lions indomptables. Qui parle? Tout le monde soutient. Jamais. Un lion indomptable ne s'est levé pour dire qu'il réclame la paix dans le Nozo. Jamais un lion indomptable ne s'est levé pour dire qu'il faut revoir le problème des terres des Invins. Jamais un lion indomptable ne s'est levé pour dire qu'il faut rendre justice à Martinez Zogo. Jamais un lion indomptable ne s'est levé pour dire qu'on ne peut pas mettre des innocents en prison alors que les vrais coupables sont là. Jamais les lions indomptables ne se sont levés pour dire c'est quoi cette gouvernance sur haute instruction. Jamais, jamais, jamais on a entendu les lions indomptables, les chouchous du peuple camerounais, ceux pour qui un Camerounais peut être tué et assassiné, se lever et défendre la cause du peuple camerounais. C'est pour ça que je vous parle de la gouvernance, de la diversion et du divertissement. Les lions indomptables du Cameroun que je soutiens, que je supporte, sont utilisés, sont manipulés, instrumentalisés pour le divertissement, pour endormir les Camerounais. Le football est devenu l'opium du peuple, la religion nationale. C'est pour ça que je parle de la citoyenneté, de la courtisanerie, de la poltronnerie. Vous allez voir
des followers, vous qui êtes connectés sur ma page, lorsque je vais dénoncer Ferdinand Ngongo, lorsque je vais dénoncer les abus faits sur les terres des autochtones, lorsque je vais dénoncer la malgouvernance, ils ne parlent pas, ils ne disent rien, ils ne bronchent pas. Mais dès que tu vas parler du foot, dès que tu vas parler du sport, tous les poltrons, tous les faibles se lèvent, viennent commenter, discutent avec toi et t'insultent toute la journée et toute la nuit. Pourtant, ceux-là sont là-bas. Ils n'ont ni travail, ni maison, ni sécurité sociale, ni rien. Ils souffrent et ils misèrent. Lorsque tu abordes des véritables problématiques susceptibles, n'est-ce pas, de leur apporter un plus dans leur vécu, ils rasent les murs, ils se taisent, ils ne disent rien. Mais ils ont le courage et la force de venir t'insulter, de venir te vitupérer lorsque tu vas aborder des problèmes inutiles, comme le foot, le sport. Francis Ngannou, ils deviennent véhéments, ils deviennent virulents, ils deviennent très forts, ils deviennent pugnaces. Mais lorsque tu abordes des questions liées à leur avenir, ce sont des poules mouillées, ce sont des faibles. Ils se taisent, ils rasent les murs, ils ne disent rien. Voilà donc le Cameroun que nous avons hérité. Le Cameroun de la diversion, du divertissement, de la citoyenneté par courtisanerie, de la poltronnerie. Des gens ont une peur bleue de prononcer le nom de Ferdinand Ngongo, de dire que non. Quel est ce pays qui fonctionne de cette manière? On ne peut pas tout le temps agir sur haute instruction. On ne peut pas détourner nos milliards. Nous mourons de faim. On ne peut pas engloutir 5400 milliards de francs CFA dans le cadre, n'est-ce pas, des lignes 94 et 65. Vous ne bronchez pas, vous ne parlez pas. Mais dès que je vais dire, le jeune Camerounais de 17 ans là, que les gens doutent de son âge, notre jeune frère qui va faire des merveilles à la Coupe d'Afrique, si ces doigts-là, Nathan là, ils deviennent véhéments, pugnaces, tenaces. Ils me raisonnent, ils me disent qu'ils sont déçus par moi, comme si j'étais leur femme ou leur mari. Mais quand il s'agit d'aborder, des vraies problématiques qui les maintiennent dans la misère, qui les privent du bonheur, ils deviennent muets comme des cadres. Ils ne disent que dalle, ils se taisent. De ceux-là, de ce genre de citoyens, de ce genre de followers, moi, Junior Zogo, je n'en veux plus sur mes pages. Je veux des citoyens sérieux. Je veux des citoyens engagés. Je veux des citoyens pugnaces, lucides et sereins. Parce que le Cameroun fera face à de gros et nombreux enjeux, mesdames et messieurs. Je ne veux plus des citoyens courtisans, des citoyens poltrons, des citoyens qui ont peur de parler et de dire la vérité. Des citoyens qui prennent leur bourreau pour, je ne sais pas, des repères, le syndrome de Stockholm. Des citoyens qui adorent le divertissement. Christian Di Nicolas me dit, mon commissaire, pourquoi les gens doivent dénoncer ce qui se passe dans le Nozo? Est-ce que les anglophones eux-mêmes veulent arrêter ce qui se passe au Nozo? Mon frère Ndi Nicolas, ne viens pas souiller les étangs, s'il te plaît. Le Nozo fait partie du Cameroun. Pourquoi les gens ont dénoncé les attaques de Boko Haram dans le nord? Pourquoi les gens ont dénoncé les incursions des groupes sélécales dans l'Est? Pourquoi les gens dénoncent ceci? Et pourquoi dans le Nozo, on ne devrait pas dénoncer? Alors, je te pose donc une question. Si on ne doit pas parler du Nozo, que le Cameroun se retire du Nozo, et qu'on proclame l'indépendance du Nozo, et qu'on les laisse, tu vois le degré de bêtises de ce que tu soutiens. Donc, nous allons continuer en disant ceci. Nous sommes là pour faire de la pédagogie. Il y a également la bombe démographique qui se profile à l'horizon. Je vais vous donner quelques statistiques. Le Cameroun compte quelques provinces très densément peuplées qui ont plus de 100 habitants au kilomètre carré.
Nous allons citer l'Ouest Cameroun, le littoral, l'extrême nord et le nord-ouest. Il y a une forte poussée démographique dans ces régions. L'Ouest, le littoral, l'extrême nord, le nord-ouest. Ces régions comptent plus de 100 habitants au kilomètre carré. Ça va devenir intenable, insoutenable dans quelques années. Il est temps que les pouvoirs publics agissent. Nous avons des provinces les plus faiblement peuplées, 15 habitants au kilomètre carré, qui vont subir la pression démographique des régions et provinces fortement peuplées. Parmi ces régions ayant moins de 15 habitants au kilomètre carré, je vous donne des chiffres à l'appui. On citerait la Damawa, l'Est et le Sud. Il y a des régions moyennement peuplées comme le centre, le nord, le sud, comme le centre et le nord. Nous pouvons également faire une classification des régions en fonction de l'importance numérique de la population. Il en ressort donc 3 catégories. Première catégorie, les villes de plus de 2 millions d'habitants. Le centre a 3 500 000 habitants, selon les dernières statistiques. L'extrême nord, 3 480 000 habitants. Le littoral, 2 865 000 habitants. Le nord, 2 millions d'habitants. La deuxième catégorie, les villes entre 1 million et 2 millions d'habitants. On citerait le nord-ouest, 1 800 000 habitants. L'ouest Cameroun, 1 785 000 habitants. Je sais que mes frères de l'ouest vont crier au scandale. À ce chiffre de l'ouest, 1 785 000 habitants, il faut ajouter le littoral peuplé en majorité des ressortissants de l'ouest, presque 3 millions d'habitants. Ça fait une moyenne pour l'ouest de près de 5 millions à 6 millions d'habitants. Nous avons le sud-ouest, 1 300 000 habitants. La Damawa, 1 million d'habitants. Nous avons donc la troisième catégorie des provinces, moins d'1 million d'habitants. Il y a l'Est Cameroun, 800 000 habitants, le Sud Cameroun du président Paul Biya, 692 000 habitants. C'est donc un problème pour le Cameroun. Il va falloir trouver des solutions. Au lieu de rester seulement à acclamer les lions indomptables, au lieu de rester seulement à acclamer les lions indomptables, les problèmes arrivent dans ce pays qui nécessitent à réfléchir, à planifier et à trouver des solutions. Alors, avant donc d'arriver à mes vœux, je vais vous faire des perspectives. J'en ai déjà commencé en vous donnant ces chiffres. Lorsqu'on gouverne un pays, on écoute le peuple. Lorsqu'on gouverne un pays, on écoute le peuple. On ne fait pas sa seule et propre volonté. Pour nous donc, en écoutant le peuple, cela suppose de mettre fin à la toute-puissance du secrétaire général de la présidence de la République. Tous les Camerounais pleurent et se plaignent de la toute-puissance du secrétaire général de la présidence de la République. Je ne parle pas de l'individu, M. Ferdinand Ngongo. Je parle de la fonction et du poste. Ici en France, le président Emmanuel Macron est arrivé. Il s'est dit, les gens se plaignent de l'ENA de Paris. Les gens se plaignent des fonds alloués aux députés. Il a supprimé, il a reformé l'ENA de Paris. Alors je vais vous dire une chose. Je ne connais pas le nom du secrétaire général de l'Élysée en France où je vis. Je ne connais pas le nom du secrétaire général de la Maison Blanche. Je ne connais pas le nom du secrétaire général de la Maison Rouge en Chine. Mais au Cameroun, d'où vient-il que le secrétaire général de la présidence de la République devienne plus puissant et se mette au-dessus du Premier ministre? Nous disons que le président Paul Biya doit écouter le peuple et supprimer ce poste de secrétaire général de la présidence de la République. Moi, président, ma première décision serait de supprimer le poste de secrétaire général de la présidence de la République. Il ne peut pas se mettre au-dessus du Premier ministre des institutions et d'agir au nom du président. Le peuple camerounais a confié un mandat à un homme. C'est le président Paul Biya. Aux élus, les députés, les maires et les conseillers régionaux.
pas au secrétaire général de la présidence de la République, pas au ministre. D'où vient-il que le Cameroun soit gouverné sur haute instruction? Que les gens pleurent et dénoncent chaque jour, mais que le président Biya n'écoute pas le peuple. Il faut écouter le peuple, Excellence. Ce poste-là, de secrétaire général de la présidence de la République, les gens le décrient, le dénoncent. Ils s'arrogent tous les pouvoirs. Moi, président de la République, je supprime ce poste. Il faut réformer les institutions. Il faut réformer les institutions du Cameroun. À l'époque allemande, le grand Cameroun prospère, rayonnant. Il n'y avait pas de cette organisation administrative. Les relais, c'était les autorités traditionnelles. Même le Cameroun féodal, à l'époque, n'est-ce pas, de la découverte du Cameroun par le Carthaginois en nom, et plus tard, ceux qui ont découvert le monde Cameroun, le Cameroun fonctionnait en système traditionnel avec des chefs traditionnels. Revenons à nos coutumes ancestrales. Cette division administrative du Cameroun est également décriée et contestée. Les départements sont fixés sur quelle base les arrondissements? Nous allons voir, je n'ai rien après l'Ouest Cameroun, une province, 13 000 km². Cette province a plus de départements que le sud et l'est. Sur quelle base les pères fondateurs du Cameroun se sont appuyés pour pouvoir déterminer le nombre de départements et le nombre d'arrondissements? Est-ce qu'il n'est pas plus facile de revenir aux régions, les 10 régions du Cameroun, et maintenant de laisser les communes? Tout cela pose problème. Le peuple conteste et le peuple ne comprend pas que le Grand Sud et l'Est n'est que 4 départements ayant le triple de la superficie de l'Ouest. Je n'ai rien après l'Ouest Cameroun, mais que l'Ouest, 13 000 km², est le double des départements du Sud et de l'Est réunis. Sur quelle base les Founding Fathers du Cameroun se sont appuyés pour procéder à ce découpage administratif? C'est autant de choses que les gens décrivent et qu'il va falloir revoir. La fameuse décentralisation. La décentralisation et le statut spécial du NOZO, un véritable flop. Nous voyons des villes sales. Depuis que la décentralisation a été mise en place, nous avons du mal à voir les retombées, le take-off, les effets palpables de cette décentralisation, le statut spécial qui a été attribué au NOZO. Je ne vois pas en quoi est-ce que le NOZO est devenu une région à statut spécial. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a évolué là-bas? Moi, je ne vois rien. Il va falloir revoir ces choses, les redéfinir. Un pays ne se gouverne pas avec des décrets, des décisions qui restent sur du papier. Il faut des mesures fortes. Il faut les accompagner. Qu'est-ce qui bloque la machine? Que se passe-t-il? Il y a des régions qui ont été oubliées. L'Est, le Sud et l'Extrême Nord. Pas de stade, pas d'université, rien. Alors, cette politique de développement équilibré qui était si chère au président Amadou Ahidjo, que s'est-il passé pour que 3 de nos grandes régions et même Maleke natal soient oubliés? Il n'y a rien dans ces régions. Allons-nous continuer à regarder ça et à dire ayob ayob, allez suivre les mains des lions indomptables, à être des fanatiques des lions indomptables? Il y a des problèmes plus importants, des bombes à retardement qui méritent qu'on s'y attarde dessus et qu'on cherche des solutions. Dans la guerre du Nozo, seuls les soldats meurent. Seuls les soldats meurent. Je ne souhaite pas la mort des officiers supérieurs. Nous n'avons pas entendu qu'un colonel, un général, a laissé sa vie dans la guerre du Nozo. Nous voyons les grandes guerres ailleurs, notamment la guerre en Ukraine et les Russes. Les Russes perdaient des généraux dans le conflit ukrainien, dans le Donbass, Luhansk et le reste. Des colonels, des officiers supérieurs de leur armée. Les Ukrainiens en perdent autant. Quelle est cette guerre où seule la soldadesque meurt?
Que se passe-t-il? Est-ce un arrangement entre les Ambazoniens et les officiers supérieurs de notre armée, ou alors ils ne vont jamais au front? Nous allons toujours entendre que tel caporal, tel sergent, tel gardien de la paix est mort. Et les officiers supérieurs qui s'engraissent, nous ne souhaitons pas qu'ils meurent. Mais comment on n'a jamais de victimes du côté des officiers supérieurs? Comment les Ambazoniens font pour filmer leurs actes terroristes face à l'armée, les actes de guerre? Ils sortent des téléphones, ils filment les attaques, des attaques contre notre armée. Et en même temps, les Ambazoniens ont les photos d'identité des militaires, des policiers et gendarmes tués par eux. 10 minutes après leur kidnapping, leur assassinat, ils mettent leur identité, leur photo, leur nom sur les réseaux sociaux. Tout ça prouve qu'il y a quelque chose de louche. Tout ça prouve qu'il y a quelque chose de pas clair dans ces histoires. Tout ça prouve qu'il y a des choses à revoir. Amis virtuels, loin de vouloir m'ériger en bien-pensant et en donneur de leçons, voilà de manière non exhaustive la vraie situation du Cameroun, notre pays, notre patrimoine commun. Un tableau non pas apocalyptique, mais non plus reluisant et rassurant. Loin de tout fantasme, loin de tout angélisme et de toute diabolisation. Voilà la situation exacte, chiffres à l'appui, documents à l'appui, analyse à l'appui de notre pays actuellement. Nous aurons besoin de beaucoup de courage, de lucidité et de pugnacité pour aborder 2024 au regard de tous ces défis que je viens de vous énumérer. Nous en aurons besoin du courage, de la sérénité, de la lucidité et même de la pugnacité. Vous avez vu les nombreux défis qui se posent à nous et nous n'abandonnerons point, nous ne lâcherons point. Sur ce donc, amis virtuels et réels, permettez que je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux, à vous, à vos proches, à vos amis, à tous qui vous sont chers pour 2024. Je vous aime tous et je suis fier de vous. J'ai été honoré par vous tout au long de cette année. Vous m'avez accompagné dans ces multiples engagements parce que je ne mène aucun combat, je m'engage. Puissent nos ancêtres continuer à nous bénir, à nous soutenir, à nous garder en vie et en bonne santé. Sur ce donc, amis virtuels et réels, je n'ai pas qualité ou la légitimité pour parler au nom de l'État du Cameroun. C'est pour ça que je m'adresse à vous, mes amis virtuels et réels. Demain, nous suivrons le message à la nation du président Paul Biya, qui est le seul président du Cameroun, que nous allons écouter et suivre afin qu'il nous donne de grandes orientations. Nous avons analysé, détricoté et passé au pain fin les grandes problématiques du Cameroun, les défis auxquels nous serons confrontés dans les prochains jours de manière froide, objective et neutre. Nous attendons donc de suivre demain le discours, le message à la nation du Père de la nation. La nation veut dire là où on est né, naître à. Merci donc à vous et sur ce, je vous souhaite tous mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de prospérité et bonne chance à nos lions indomptables. Que nos ancêtres veillent sur vous, que Dieu vous bénisse. Merci, merci.